Bonjour à tous, bienvenue sur TV5 pour une interview événement, celle de Graziella Melchior, députée Ensemble pour la République de la 5e circonscription du Finistère, où elle est élue depuis 2017. Dans cette interview, découvrez ce que l'on ne connaît pas forcément du travail de député, en circonscription, en commission, dans l'hémicycle ou encore les campagnes électorales. Voici la face cachée de votre député. Bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes députée Ensemble pour la République de la 5e circonscription du Finistère. Vous avez été élue en 2017 pour votre première élection législative avec plus de 57% des voix face à Patrick Leclerc, actuel maire de Landerneau. Réélu en 2022 avec 54,58% des suffrages. Et suite à la dissolution, vous avez à nouveau remporté les élections avec plus de 68% des voix. Vous êtes dans la commission des affaires culturelles, de l'éducation et du sport. Et cette interview est divisée en 3 parties. La première, votre travail parlementaire. La seconde, la dissolution. Et pour terminer, votre travail en circonscription. Donc voilà. Ma première question porte sur votre travail parlementaire. Et pourquoi s'être engagé en 2017 ? Alors, pourquoi m'être engagée ? Bon, d'abord, il faut commencer par le début, parce qu'il y a eu un changement dans la politique. Moi, je n'étais pas du tout en politique, pas élue du tout auparavant, parce que la politique, je trouvais que c'était pas très clair. Enfin, il y avait beaucoup d'arrangements. Et puis là, je me suis dit qu'il y avait un homme, qui est Emmanuel Macron, qui avait des idées un peu différentes, qui voulait faire de la politique autrement. Et donc, qu'est-ce qu'il avait comme particularité? Déjà, il s'est engagé, il était ministre de l'économie, il s'est engagé en politique, en candidat pour la présidence de la République, en organisant une grande marche, c'est-à-dire en mettant en place des comités locaux dans toute la France pour faire un diagnostic des territoires et des propositions pour les territoires. Donc ça, je trouvais intéressant comme démarche, mais je ne pensais pas pour autant m'engager en politique. Et puis, il a expliqué que pour les législatives, il voulait des personnes qui n'avaient pas forcément fait de politique avant, il voulait plus de femmes, il voulait investir des femmes. Il estimait aussi qu'une idée, qu'elle soit de droite ou de gauche, du moment qu'elle était bonne, il fallait la prendre. Donc, il éliminait les clivages. Donc ça, je trouvais ça intéressant, que c'était disruptif, comme on disait à l'époque. Et puis, donc, j'ai entendu dire qu'il n'avait pas suffisamment de femmes qui se présentaient, qui se portaient candidates. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ? Pourquoi tu te proposerais pas forcément pour gagner au départ, mais surtout pour faire partie d'un mouvement. Voilà. Et c'était le mouvement En Marche. Et comment s'est organisée cette campagne ? Alors, la campagne de 2017, ça a été compliqué et pas à la fois. C'est-à-dire que donc, j'ai su que j'ai été investie le 11 mai et le premier tour, c'était le 11 juin. Donc finalement, j'avais un mois de campagne, comme je l'ai eu là après la dissolution. À l'époque, j'avais fait, parce que après avoir envoyé ma candidature, je m'étais quand même rapprochée du comité local de Landerneau, le comité En Marche de Landerneau, donc avec des personnes d'anciens socialistes, beaucoup, qui avaient déjà fait des campagnes. Donc, dès que j'ai été investie, il y a toute une organisation qui s'est mise autour de moi. Donc, il a fallu évidemment faire des tracts, des affiches, mais ça, on était aidés par le mouvement. Il a fallu organiser des réunions publiques, tracter sur les marchés, des choses que j'avais jamais fait. Donc, ça a été assez... mais j'étais portée avec toutes les personnes de ce comité, donc je me suis laissée porter jusqu'au jour où, effectivement, j'ai été élue. J'ai fait un débat aussi avec Patrick Leclerc. Et voilà, je me suis présentée. Premier tour, je devais être en tête. Et la députée sortante, elle, a été éliminée dès le premier tour, ce qui paraissait bizarre parce que tout le monde disait qu'elle avait fait du bon travail. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Et qu'avez-vous ressenti lors de votre élection en 2017 ?
ça a été double, c'est-à-dire c'est évidemment la victoire, Oui. donc et contre toute attente, parce que j'avais pas n'importe qui en face de moi quand même. Donc avec des personnes qui avaient fait de la politique pendant un certain nombre d'années, donc qui connaissaient à fond le territoire. Donc moi je débarquais comme ça, donc forcément de gagner, c'est formidable. Et puis avec toute l'équipe qui m'avait aidé, qui m'avait supporté, enfin oui, il y a un côté génial, incroyable. Et puis passer ce mouvement d'euphorie, il y a qu'est-ce que je vais faire comme député? En quoi ça consiste exactement? Enfin, parce qu'on dit souvent les députés ils votent la loi, mais ils font pas que ça. Donc j'avais tout à découvrir. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Paris, quand je suis rentrée dans l'hémicycle, là je me suis dit, mais tu te rends compte que j'ai trouvé ça vertigineux. Il y avait ce côté historique, et puis de se dire qu'avec les sénateurs, on est moins de 1000 personnes qui, en appuyant sur un bouton, on peut transformer la vie des gens. Et ça me paraissait extraordinaire. Comment se déroule votre première séance à l'Assemblée? Alors, la première séance, elle est toujours particulière parce que on est rangé par ordre alphabétique, puisqu'on doit procéder aux élections de la présidente, des vice-présidents, enfin, et donc on est classé par ordre alphabétique, et ça on ne sait pas à côté de qui on tombe, et puis on est tous silencieux, on attend qu'on appelle notre nom, et puis bon, c'est assez solennel puisque le vote se fait à la tribune, il y a une grosse urne à la tribune, et donc appelé un par un, on monte les marches, on vote, on serre la main parce que c'est le plus jeune qui est près de l'urne en fait, donc en général on lui serre la main et puis on va se rasseoir, quoi. Et puis après on attend le résultat. Quel bilan avez-vous fait après le premier mandat? Alors le mandat il a été un peu particulier, il est parti formidablement bien parce que voilà, on avait la majorité absolue, on avait un projet solide, on a travaillé sur l'agriculture, sur le logement, sur la santé. Enfin, il y a eu vraiment des projets de loi structurants. Moi, j'étais à l'époque à la commission des affaires économiques, donc on légiférait quand même beaucoup et sur des sujets vraiment l'énergie, le transport. Enfin, il y avait vraiment des transports, c'est la commission de l'aménagement du territoire. Mais enfin, on était vraiment impliqués dans des choses très importantes. Puis comme on avait la majorité, c'était facile de faire avancer nos idées. Et alors, mais ceci, ça a été alors jusqu'au jour où alors il y a eu les gilets jaunes, donc parce qu'on a voulu augmenter une taxe sur le gasoil pour des raisons écologiques, mais ça a été pris comme une taxe supplémentaire, donc ça a dégénéré complètement. Donc il y a eu ça. Après, on a voulu mettre en place la réforme des retraites avec le Premier ministre Édouard Philippe. Donc là, ça a fait aussi un scandale. Et puis on n'a pas pu aller au bout puisque le Covid est arrivé. Et là, effectivement, ça a changé aussi la donne puisque on pouvait pas toujours sortir de chez soi, c'était difficile de travailler à distance, on ne pouvait plus voter. Alors les votes à l'Assemblée, ça se faisait, déjà il y en avait pas beaucoup, et puis certains, parce qu'il fallait voter des mesures d'urgence, et bien c'était quelques députés de chaque groupe pour faire pour qu'il y ait suffisamment de majorité, mais vraiment une poignée de députés qui finalement votaient pour nous tous, quoi. Ouais. Donc c'était vraiment exceptionnel, mais on était content de ce qu'on avait sur les agriculteurs, sur l'apprentissage. Moi j'ai travaillé sur la loi pour choisir son avenir professionnel, la liberté de choisir son avenir professionnel. Bon là aussi c'est pour ça les apprentis, enfin il y a eu beaucoup plus d'apprentis après parce qu'on a libéré ça. J'ai travaillé aussi sur les violences faites aux femmes déjà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties de positives. Et voilà, donc le premier mandat, je pense qu'il était vraiment réussi, mais il s'est heurté quand même à des difficultés. La campagne de 2022 était-elle différente de celle de 2017 ? Oui, complètement, parce que en 2017, comme l'expression, c'est j'ai surfé sur la vague Macron, c'est-à-dire que j'ai été élue parce que
J'avais la photo du président de la République sur mon affiche. Alors certains ont été méchants en disant qu'on aurait mis des moutons, c'était pareil. Bon, moi je ne suis pas d'accord avec ça quand même, parce qu'on était quand même sélectionnés. On avait essayé de tester un peu ce qu'on avait dans le ventre quand même avant. On n'a pas mis n'importe qui. Je ne dis pas ça par prétention, mais voilà. Donc ça veut dire que il fallait que je fasse mes preuves davantage que la première fois où voilà, j'y allais un peu la fleur au fusil. Si je gagnais, c'était bien. Si je gagnais pas, tandis que là, voilà, on avait un bilan, on avait encore des projets. Il fallait tout donner, quoi. Voilà. Donc 2022, oui, ça a été. Alors avec en face de moi encore, si on prend au deuxième tour, je me suis trouvée en face de Nathalie Sarrabeseul, qui était quand même l'ancienne présidente du conseil départemental. Donc c'était pas non plus un poids léger, on va dire. Après les élections, la gauche unie sous le nom de la NUPES est arrivée en tête. Le Rassemblement national a élargi sa place dans l'hémicycle. Ressentez-vous une différence avec le début de mandat 2022 que celui de 2017 ? Bah oui, forcément, la majorité a changé, enfin la composition de l'Assemblée changeant, c'est sûr qu'on a moins de facilité à faire passer des idées, des projets, des lois, donc il faut composer davantage avec les autres, sauf que plus ça va, plus les extrêmes gagnent de la place, et c'est plus difficile d'arriver à trouver des compromis. Y a-t-il eu plus de tensions dans l'hémicycle durant le mandat de 2 ans ? Oui. Ah oui, oui. Oui, c'est sûr. En 2022, donc, Yaël Braun-Pivet a été élue présidente de l'Assemblée nationale. J'imagine que c'est une fierté pour le groupe Ensemble pour la République. Ah oui, première femme élue. Alors c'était. Ah oui, on était ravis pour elle. Et pour nous. Oui, c'est quand même dans l'histoire. Déjà, je pense que le président, quand il avait même le candidat à l'époque, quand il avait lancé ça, qui demandait autant de femmes investies que d'hommes, c'était déjà reconnaître que les femmes avaient une place, il faisait une place aux femmes dans le pouvoir. Voilà. Et là, le fait que ce soit une femme qui soit présidente de l'Assemblée, là aussi, c'était nous qui mettions une femme en avant. Donc symboliquement, c'était très fort. Ouais. En 2024, c'est historique, l'interruption volontaire de grossesse est inscrite dans la Constitution. Un parcours long s'est adopté à l'Assemblée nationale avec 493 voix. Le vote au Sénat est tout aussi concluant, 267 votants. Et ensuite, le Parlement s'est réuni en congrès à Versailles le 4 mars 2024 et l'IVG est officiellement adoptée avec 780 voix. Vous avez vécu une nouvelle fois une journée historique. Comment se déroule une journée si particulière ? Bien, quand vous montez dans le car et que vous voyez 5 à 6 cars qui se dirigent vers Versailles, déjà, vous vous dites il va se passer quelque chose qui n'est pas commun. C'est parce qu'on ne reste pas dans l'hémicycle où on a l'habitude de siéger. Donc déjà, le fait d'aller à Versailles en car, tous ensemble, ça a quelque chose d'assez fort. Moi, j'ai déjà là. Vous arrivez à Versailles. Versailles, c'est quand même une demeure historique. Il s'est passé plein de choses. C'était la demeure du roi. On voit les jardins, on rentre dans cet hémicycle qui est énorme. Et puis voilà, chacun s'installe. Et puis donc il y a des, comme à l'Assemblée, il y a donc des prises de parole. Il y a l'annonce, ce qu'on appelle la discussion générale, quoi. Chaque parti donne son avis, sa position par rapport au texte proposé. Et puis on vote et voilà. Et puis dans les tribunes, il y avait des représentants d'associations féministes, il y avait des personnes concernées par le sujet qui étaient là. Et puis quand on a voté, elles ont entonné une chanson féminine. Moi je les connais pas, mais une chanson féministe qui montrait toute l'importance que ce vote avait. On va parler des commissions. Je l'ai rappelé en début d'interview, vous faites partie de la commission des affaires culturelles, de l'éducation et du sport. Pourquoi cette commission ? Alors, peut-être que je vais dire qu'avant, j'étais à la commission des affaires économiques pendant le premier mandat.
que je trouvais très intéressant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de députés qui veulent être dans la commission économie, et moi il se trouve que dans mon parcours professionnel, j'ai eu 20 ans de travail en entreprise, donc c'était, oui, j'ai pas dit, dans les lois qu'on avait votées, il y avait une loi Pacte aussi pour les entreprises, enfin bon, j'avais travaillé dans le monde de l'entreprise, et puis j'ai eu 15 ans où j'ai travaillé dans l'enseignement, donc ça m'a paru assez logique. J'avais fait un temps aux affaires économiques, on avait avancé sur beaucoup de sujets, et puis là je me suis dit pourquoi pas l'éducation, parce que là aussi il y a beaucoup à faire. De quoi avez-vous été la plus fière entre 2017 et 2024? Peut-être parce que j'ai été rapporteure pour avis d'une loi qui a son effet en fait dans le quotidien, c'est la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et c'est une loi qui a permis, par exemple, de mettre de la vaisselle réemployable dans la restauration rapide, de supprimer les tickets de caisse, voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre, le tri des déchets aussi, la réparabilité des équipements. Par exemple, maintenant, vous avez un indice de réparabilité sur une machine à laver. Enfin, voilà, c'est l'écologie du quotidien. La suppression des pailles, plastique, tout ce qui est plastique à usage unique, en fait. Et ça, je trouve, la suppression, oui, c'est ça. Non, je pense que c'est de ça que je suis plus fière, parce que je vois les effets. On poursuit avec un événement, la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron au soir des élections européennes du 9 juin 2024. Il est 21h quand le chef de l'État l'annonce. Quelle a été votre réaction à chaud? Eh bien, j'étais devant ma télé, comme tout le monde. Le président devait parler, on se doutait. Bon, tout le monde savait que ça pouvait arriver. Quand on a vu qu'il prenait la parole, on s'attendait quand même. Enfin, moi, je m'attendais quand même à voir ça. La dissolution, moi, je pensais qu'elle aurait lieu au moment du budget à l'automne. Comme tout le monde. Donc, j'ai été plus ou moins préparée dans ma tête à me dire qu'il y avait une dissolution. Par contre, la manière dont c'est arrivé, c'est le coup sur la tête, quoi. Et puis c'est surtout, déjà, est-ce que j'y retourne? Moi, je me suis laissée la nuit quand même pour bien peser le pour et le contre. Mais enfin, c'était évident que je pouvais pas partir, quoi, parce qu'on voyait que le RN montait, et puis que c'est pas, enfin, quand on est dans un train, on saute pas comme ça, quoi. Donc, je me suis dit non, ma place. Comme j'avais été assez bien réélue quand même, je me dis il faut aller au bout. Enfin, puisque de toute façon, moi je m'étais engagée au moins jusqu'en 2027, donc c'était logique aussi de rester jusqu'au bout. Et puis, mais après, il fallait remobiliser toutes les personnes, parce que moi j'ai pas vraiment de militants à proprement parler. Enfin, j'ai beaucoup d'amis, j'ai des soutiens, mais il fallait que je les contacte tous et très vite, parce que oui, vous avez 2 jours pour faire les documents, pour faire la profession de foi, parce que après l'imprimerie, il faut qu'elle puisse suivre. Donc les affiches, il faut choisir la photo, si on met un slogan, et tout ça, ça se fait une tête crevée. Il faut ouvrir un compte. On est obligé, oui, tout de suite de fournir le nom du suppléant et d'un directeur financier, parce qu'on ne peut rien faire comme dépense. Moi, il a fallu que je loue une voiture, parce que je n'avais pas le droit d'utiliser ma voiture de député pour faire la campagne. Donc, il fallait que je loue une voiture, mais pour louer, il fallait que j'ai un compte. Enfin, c'est plein de choses pratiques comme ça. On est un peu bousculé. Puis après, il fallait repartir sur le terrain, tracter. Est-ce qu'on fait des réunions publiques? Là, j'en ai pas fait pour cette élection, j'en ai pas fait. J'ai fait un peu de vidéos, puisque vous les avez vues. Et après, c'est beaucoup. Enfin, moi, je pense que ce qui m'a servi, c'est ce que j'étais avant, parce que les habitants, ils me connaissaient depuis 2017, ils m'ont vu évoluer, et je pense que je corresponds assez bien, parce que je suis quelqu'un qui n'est pas clivante. Voilà, je suis modérée, je corresponds assez bien, je pense, à la circonscription, et ça a été plus
voilà, donc j'avais moins besoin de faire de la com ou de. J'étais sur les affiches, j'ai fait du tractage. Voilà, j'ai pas eu de débat. J'ai peut-être répondu à une interview radio, pas télé, je crois pas cette fois-ci. Le 19 juin, donc, vous lancez votre campagne avec vos soutiens. Il reste 11 jours avant la première échéance. Comment vous sentez-vous ce soir-là? Ben, je me sens pas forcément bien, quoi, parce que je me dis que ça, d'abord que c'est rapide, que j'ai pas trop de temps pour me retourner, que je sais pas qui va bien vouloir être disponible pour m'aider, me soutenir, et puis surtout, je me dis qui j'ai en face de moi, et ça va peut-être pas être aussi simple que les autres fois. Vous l'avez rappelé, pour la communication, c'est aux candidats de se fournir pour imprimer leurs affiches, leurs tracts. Dans certaines circonscriptions en France, c'était très compliqué pour les délais de livraison. Comment cela s'est passé pour vous? Là, je crois qu'on a la chance d'avoir un imprimeur sur la circonscription, hein, Cloître Imprimeur, je l'ai cité, et donc lui, il est très, très réactif, très efficace. Ceci dit, on avait des délais très courts pour fournir les documents, mais à partir du moment où on lui fournissait les documents, sur lesquels il pouvait nous aider aussi, on était sûr que les délais étaient garantis, et ça a été le cas. Ouais. Durant la campagne, comment se sont organisées les opérations de tractage? Comme toutes les opérations de tractage, on y va à 2 ou 3. Parfois, je me suis trouvée seule sur certains marchés, parce que voilà, d'autres personnes n'étaient pas forcément disponibles. Donc, j'ai distribué les tracts. De temps en temps, il y a des personnes qui m'interpellaient, qui n'étaient pas d'accord. Par exemple, j'ai rencontré des antivax. Qui m'ont accusé d'avoir voulu tuer des gens. C'est pendant le Covid, en imposant le vaccin. Il y a des personnes qui sont contre le président, donc qui aussitôt disaient ah non, sûrement pas celui-là, voilà. Puis d'autres au contraire qui restaient parler parce que justement ils se souvenaient qu'on avait supprimé la taxe d'habitation, par exemple, ou que le chômage avait diminué. Enfin voilà, il y a des personnes qui voyaient le côté positif, et puis aussi ceux qui ne veulent pas de la gauche extrême ou de la droite extrême. Voilà. Le 30 juin, vous arrivez en tête avec 30,30% de voix. Gladys Grelot s'est désistée en votre faveur. Comment réagissez-vous? Je l'ai remerciée, évidemment, parce que c'était pas, elle arrivait en deuxième, elle aurait pu se maintenir. Normalement, c'est quand les partis, disons, de républicains au sens large du terme. L'idée, c'est que, non, c'est nous, si nous étions en troisième position, on devait se retirer au profit justement des autres, de la NUPES, de façon à ce qu'il y ait un groupe contre le RN en fait. Voilà, il fallait un candidat contre les RN à chaque fois, et donc c'était celui qui était le moins bien placé qui devait se retirer. Donc là, la gauche, en fait, comme le RN est arrivé dernier et ne pouvait pas être au second tour, voilà, ils auraient pu rester, ils se sont retirés, sans doute parce qu'il y avait un peu ils savaient qu'ils ne gagneraient pas comme ça, donc ils se sont retirés, et ça m'a permis de gagner largement, parce qu'ils ont eu je dirais le courage politique, parce que c'était pas évident, et je leur ai dit d'ailleurs, d'appeler à voter pour moi. Ils n'ont pas dit simplement, voilà, on se retire, mais ils ont dit, nous nous retirons au profit de Graziella Melchior, et l'idée c'était de battre le RN. Le 7 juillet, vous arrivez une nouvelle fois en tête et vous êtes donc élu avec 68,7% des suffrages. Est-ce que vous êtes soulagé ou inquiète du large score du nouveau Front populaire qui remporte les élections? Je suis soulagée pour moi, et puis d'avoir maintenu la circonscription dans le socle commun, on va dire, dans le mouvement du président de la République. Voilà, parce que j'estimais qu'on a toujours à faire, et puis que c'était mon choix au début, voilà. Inquiète par le NFP et par le RN, par les deux, quoi, parce que
Parce qu'on voit bien qu'on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes, le même respect peut-être des institutions d'un côté et puis des personnes de l'autre. Donc voilà, moi je pense que j'étais dans le droit chemin. 3 jours plus tard, le 11 juillet, c'est la rentrée parlementaire de votre groupe. Quel est le message de Ensemble pour la République après ce scrutin? Je crois que déjà c'était une première satisfaction pour ceux qui étaient là, une déception pour tous ceux qui avaient dû se retirer soit avant, soit pendant l'élection pour justement laisser plutôt le MFP passer devant. Donc ça, il y avait quand même une forte déception et puis une forme d'amertume aussi de ce choix du Front républicain qui avait écarté pas mal de nos députés et parmi eux, parmi elles, des députés vraiment de valeur. Mais bon, c'était le choix politique. Et puis le message, c'était surtout, il faut qu'on soit unis et puis qu'on poursuive, qu'on ne renonce à rien de notre ligne politique. Nous arrivons à la dernière partie de cette interview, le travail en circonscription. Vous êtes très présente sur le terrain de la circonscription. Pourquoi est-ce important pour vous? Un député, ça fait le lien entre la population qu'il a élue et l'Assemblée où se décident des choses pour cette population. Donc si on est coupé de sa population, déjà on ne sait pas ce qui s'y passe. Donc c'est difficile de voter sans savoir un peu ce que vivent les personnes sur le terrain. Et puis dans l'autre sens, si on vote des choses, des mesures et des lois et qu'elles vont impacter le quotidien des personnes, il faut aussi parfois aller leur expliquer ou leur dire que ça existe, parce qu'ils ne savent pas forcément. Donc c'est important, moi je parle souvent du député comme d'une courroie de transmission, et ça marche dans un sens comme dans l'autre. On se nourrit les uns les autres, donc ça c'est une chose. D'autre part, les députés, ils ont besoin d'être connus. On aime bien que le député il soit quelqu'un de proximité, quelqu'un à qui on peut parler, qu'on peut voir. Et donc le meilleur moyen d'être vu, c'est de participer à des événements, qui soient organisés par les communes, les associations, les assemblées générales. Voilà. Alors moi je visite les communes, je visite des entreprises, je vais aux assemblées générales des associations, je participe à des événements. Voilà, j'essaie d'être le plus présente possible. Et puis je reçois ici des particuliers ou des personnes qui sont dans les entreprises, ou je vais à l'hôpital, pas pour faire soigner, mais voilà, je suis aussi au conseil de surveillance de l'hôpital, donc c'est important de connaître les préoccupations des uns des autres. Voilà. Vous êtes député donc, et vous l'avez rappelé, vous rencontrez, échangez, vous déplacez, etc. Entre l'Assemblée et la circonscription, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Ah non, ça s'arrête jamais, la preuve, je suis encore là. Non, ça s'arrête jamais parce que, comme on dit, c'est pas un travail, c'est un mandat, c'est une fonction. Et ce mandat, il est 7 jours sur 7, 365 jours par an. Alors, bien sûr, on peut s'arrêter de temps en temps, mais par exemple, ma semaine, je viens le lundi ici, je pars souvent par le train de 19h, je passe mardi, mercredi, jeudi à l'Assemblée. Le jeudi soir, je reprends le train. Et puis vendredi, je suis souvent ici au bureau, ou alors on a des visites, c'est pas. Et puis samedi, dimanche, il y a des événements. Là, par exemple, ce week-end, je suis venue ici à Landerneau samedi en fin d'après-midi parce qu'il y avait le Bagat de Landernay qui jouait. Et le lendemain, j'étais le lendemain matin à Guissény pour le baptême d'un semi-rigide de la SNSM, de sauvetage en mer. Voilà, donc voilà. Si on veut, on peut toujours faire. Ce que j'ai pas dit aussi, ce que je fais en circonscription et qui est très important, ce sont participer aux commémorations. Et ça, c'est important. Les inaugurations et les commémorations. Est-ce que vous vous voyez encore longtemps député?
Ah, bah, ça dépend du président de la République, déjà, parce que est-ce qu'il y aura, parce qu'il y en a qui évoquent une seconde dissolution, alors bon, je sais pas ce que je ferai dans ces cas-là. Moi, j'attends 2027, c'est difficile de dire, ça dépend l'ambiance qu'il y a. C'est vrai que là, ces mois derniers, c'était quand même compliqué, puisque la composition, on l'a dit tout à l'heure, hein, la composition de l'Assemblée a changé, c'est plus heurté, enfin c'est plus agressif, donc c'est plus de tension. Maintenant, si on continue d'avancer, il y a toujours des choses intéressantes à faire. Merci, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup Graziella Melchior d'avoir répondu à mes questions et d'avoir en quelque sorte inauguré ce nouveau format d'interview. Merci à vous.